Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'une situation qui attire beaucoup l'attention, le gouvernement Trump qui se fait huer à plusieurs reprises dans l'Indiana. C'est quelque chose qui arrive souvent et nous allons mieux comprendre ce qui se cache derrière tout ça. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner en bas et activez la petite cloche des notifications pour ne rater aucune de nos vidéos. Ça nous aide énormément. Alors, passons au sujet. À Indiana, l'air est lourd, et pas seulement à cause de la chaleur d'août 2025. L'administration Trump, avec son fidèle acolyte, le vice-président J.D. Vance, fait face à une vague de huées si addictive qu'on dirait un concert de rock mal répété. J.D. Vance, avec son charme d'écrivain de mémoire devenu politicien, tente de tenir bon, mais la foule n'adhère pas. Imaginez un type qui veut être l'Elon Musk des campagnards, avec des discours sur les valeurs rurales tout en paradant dans des jets privés. La comparaison est presque injuste pour Musk, qui livre au moins des fusées entre deux tweets. Vance? Il livre des promesses et un sourire crispé. La popularité du vice-président est plus instable qu'une connexion Wi-Fi dans une petite ville. À Indianapolis, où il s'est rendu pour parler de redécoupage électoral, les huées ont résonné plus fort que ses arguments. Les habitants d'Indiana, connus pour leur patience envers la politique conservatrice, semblent fatigués. J.D. qui a crié un manifestant, tenant une pancarte réclamant moins de promesses et plus d'emplois. En vérité, Vance, malgré son histoire de réussite vendue dans ses livres, ne connecte pas. Il essaie de surfer sur la vague de Trump, mais il semble avoir pris la mauvaise planche. Et que dire de l'immigration and custom enforcement? Vance aime jouer la carte de la sécurité des frontières pour galvaniser sa base, mais à Indiana, où l'économie locale repose sur les travailleurs immigrés dans les fermes et les usines, ce discours sonne comme un disque rayé. Ils veulent déporter ceux qui récoltent notre maïs? A demandé un agriculteur local, d'un ton las. La critique de l'ICE, mêlée à l'impopularité de Vance, forme un cocktail amer que même les fans les plus ardents de Trump ont du mal à avaler. Un animateur de radio local, avec un sarcasme tranchant, n'a pas épargné Vance. J.D. est comme un cousin qui arrive au barbecue et tente de convaincre tout le monde qu'il fait les meilleures grillades. Personne n'y croit, mais il insiste. A-t-il lancé, faisant rire l'audience. Ce ton moqueur reflète l'ambiance. Les gens en ont assez des grandes promesses et des maigres résultats. La Maison-Blanche veut vendre Vance comme l'avenir du Parti républicain, mais pour l'instant, il ressemble plus à un figurant dans un film que personne n'a demandé. La critique politique, enveloppée d'humour, porte un message sérieux. À Indiana, où Trump a largement gagné en 2024, les huées montrent que même la base fidèle commence à douter. Vance, avec son allure de fraîchement sorti d'un plateau télé, tente de jongler entre son image d'homme du peuple et celle de porte-parole d'une administration déconnectée. Mais les huées ne mentent pas, le peuple veut des résultats, pas de belles histoires. Alors que Vance quitte la scène sous les protestations, une question flotte dans l'air. Pourra-t-il renverser la vapeur? Ou Indiana commence-t-elle à montrer que l'administration Trump, malgré tout son bruit, perd son souffle? La réponse, pour l'instant, appartient aux manifestants, qui continuent de crier assez fort pour être entendus jusqu'à Washington. J.D. Vance, le vice-président qui semble toujours à deux doigts de trébucher sur sa cravate, a décidé de prendre des vacances. Mais, comme tout dans l'administration Trump, rien n'est simple ni bon marché. En août 2025, alors que les huées d'Indiana résonnent encore, Vance s'est envolé pour les Cotswolds, en Angleterre, pour rencontrer le secrétaire britannique des Affaires étrangères, David Lammy. Cette réunion, présentée comme une diplomatie essentielle, s'est transformée en escapade familiale de luxe. Manoir pittoresque, champs verdoyants et coûteux, tout cela payé par les contribuables américains. De retour aux États-Unis, Vance a voulu montrer qu'il était un homme du peuple et a emmené sa famille sur la rivière Little Miami, dans l'Ohio, près du lac Cesar Creek. Ce qui devait être une séance photo souriante s'est transformé en cirque coûteux. Le service secret, toujours vigilant, a jugé la rivière trop peu profonde pour la sécurité du vice-président. La solution? Le corps du génie de l'armée a été appelé pour augmenter le niveau d'eau du lac, manipulant des vannes et dépensant des milliers de dollars dans une opération non demandée. Les coûts exacts?
Un mystère. La Maison-Blanche n'a pas divulgué de chiffres, mais les rumeurs évoquent des sommes qui feraient tousser n'importe quel contribuable. Richard Painter, ancien avocat en éthique de la Maison-Blanche, n'a pas mâché ses mots. C'est un abus de ressources publiques, a-t-il déclaré dans une interview. Pendant que les parcs nationaux subissent des coupes budgétaires, le vice-président dépense des fortunes pour ramer sur une rivière artificiellement remplie. C'est une gifle pour les Américains. Painter a raison, le budget des parcs nationaux a été réduit en 2025, laissant des sentiers fermés et des visiteurs frustrés, tandis que Vance profitait de ses vacances de travail. Le pire ? Vance semble ignorer ce qui se passait. Des sources proches affirment qu'il n'a pas été informé des modifications apportées à la rivière. JD voulait juste pêcher avec ses enfants, a dit un conseiller, tentant de minimiser. Mais cette ignorance ne passe pas. Les protocoles de sécurité présidentielle sont stricts, et le service secret n'agit pas sans ordre clair. Quelqu'un a autorisé l'opération, et les regards se tournent vers l'équipe de Vance, plus préoccupée par son image que par le portefeuille des contribuables. À Indiana, où chaque centime compte, la nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Il vient ici, se fait huer, et ensuite dépense notre argent pour jouer au bateau ? C'est plainte une femme au foyer d'Indianapolis. Le mécontentement croît, et les réseaux sociaux s'enflamment avec des mèmes comparant Vance à un roi médiéval dépensant pendant que le peuple se serre la ceinture. Même le 41e anniversaire de Vance, célébré pendant le voyage, est devenu une blague. Joyeux anniversaire, JD. Tu as eu une nouvelle rivière en cadeau. La Maison-Blanche tente d'étouffer l'affaire, mais le mal est fait. Les vacances de Vance, ajoutées aux coups obscurs et à une apparente déconnexion de la réalité, alimentent l'idée d'un gouvernement plus préoccupé par ses privilèges que par ses résultats. Pendant ce temps, les coupes dans les parcs nationaux rappellent à tous que les priorités sont faussées. Vance pourra-t-il remonter la vague des critiques ? Ou les huées d'Indiana vont-elles continuer à résonner, avec une touche d'indignation fiscale ? Le prochain chapitre promet plus de bruit, et pas seulement celui de l'eau dans la rivière. Les huées à Indiana résonnent encore, mais la Maison-Blanche de Trump, avec J.D. Vance en arrière-plan, vise déjà une nouvelle cible, le redécoupage des cartes électorales. En 2025, avec les élections de mi-mandat en vue, la pression sur les États républicains pour redessiner les districts congressionnels est plus forte que jamais. Indiana, bastion conservateur, est au cœur de cette stratégie. L'administration Trump veut des cartes garantissant des victoires républicaines, mais cette tactique, appelée gerrymandering, cause plus de migraines que d'applaudissements. Le redécoupage, en théorie, a lieu tous les 10 ans, après le recensement. Le prochain cycle serait en 2032, mais la Maison-Blanche insiste pour des changements maintenant, invoquant des ajustements nécessaires. À Indiana, l'idée de modifier les cartes hors cycle provoque des réactions tièdes chez les républicains locaux. Ce n'est pas comme ça qu'on joue franc jeu, a déclaré un législateur, sous anonymat. La base conservatrice, qui eut déjà Vance dans les meetings, n'est pas enthousiaste à l'idée de cartes manipulées pour favoriser le parti. Le gerrymandering n'est pas nouveau, mais l'audace de forcer des changements en milieu de cycle l'est. Les comparaisons avec des États comme New York et le Massachusetts, où des commissions bipartites tentent de rendre le processus plus équitable, attisent les flammes. À Indiana, le processus est contrôlé par les législateurs républicains, mais même eux hésitent. Ils veulent qu'on redessine tout pour sauver leur peau à Washington ? A questionné un politicien local. La pression vient d'en haut, mais la résistance grandit d'en bas. Harry Fleischer, ancien porte-parole de George W. Bush, est entré dans le débat avec un commentaire mordant. Les règles politiques existent pour une raison. Changer le plateau en plein jeu sans le désespoir. Même le parrain du GOP à Indiana, figure influente du parti, s'est publiquement opposé, qualifiant la manœuvre d'antidémocratique. Il n'a nommé personne, mais le message était clair, tous les républicains ne suivent pas l'agenda de Trump et Vance. À Indianapolis, l'ambiance est à la méfiance. Les habitants, déjà irrités par les dépenses de Vance en vacances, se demandent si leurs votes sont manipulés. Ils veulent choisir qui gagne avant même l'élection ? A demandé une commerçante locale, servant du café dans son dîner. La critique de l'équité électorale gagne du terrain, avec des activistes organisant des manifestations contre le redécoupage. Des pancartes réclamant vote équitable maintenant.
apparaissent dans les petites villes. La Maison-Blanche tente de justifier l'urgence, affirmant que les cartes actuelles ne reflètent pas la volonté du peuple. Mais les chiffres racontent une autre histoire. Indiana favorise déjà les républicains dans 7 des 9 districts congressionnels. Redessiner maintenant semble moins une question de justice que de blindage de la majorité au Congrès. Comparé aux États avec des commissions indépendantes, le processus à Indiana ressemble à un jeu truqué. Pendant ce temps, les huées à Indiana gagnent une nouvelle raison. Les électeurs, lassés des manœuvres politiques, commencent à s'organiser. Des groupes locaux planifient des audiences publiques pour contester le redécoupage, et la presse locale, généralement discrète, pose des questions gênantes. La Maison-Blanche parviendra-t-elle à plier Indiana? Ou la résistance locale, ajoutée aux critiques nationales, transformera-t-elle cette manœuvre en fiasco pour Vance et Trump? La scène est prête, et le prochain acte promet plus de tension. Les huées à Indiana, la polémique du redécoupage et les dépenses de Vance tiennent l'administration Trump sur la corde raide, mais une nouvelle tempête éclate, les chiffres de l'emploi. En 2025, avec l'économie au centre du débat, un employé du département du travail a été licencié pour avoir publié des chiffres d'emploi précis. La Maison-Blanche, dirigée par Trump avec Vance en première ligne, semble préférer des statistiques flatteuses, même si elles sont maquillées. Ce licenciement met en lumière un système statistique dépassé et soulève des soupçons de manipulation. L'employé, analyste expérimenté, a été congédié après avoir signalé que les chiffres de création d'emplois étaient gonflés. Les données ne mentent pas, mais les gens si, a-t-il déclaré anonymement à un journal local. L'administration a invoqué une conduite inappropriée, mais personne n'y croit. Hélène Chao, ancienne secrétaire du Travail et des Transports sous Bush pendant 8 ans, est intervenue. L'intégrité des chiffres économiques est sacrée, a-t-elle affirmé dans une interview. Si on commence à y toucher, la confiance publique s'effondre. Chao, avec son expérience, c'est l'importance des systèmes statistiques fiables. Le problème, c'est que le système de collecte de données du département du travail est aussi vieux qu'un fax. Basé sur des méthodes des années 80, il repose sur des échantillons limités et des révisions constantes. Ces révisions, qui ajustent les chiffres initiaux, sont courantes, mais la Maison-Blanche semble les utiliser comme un écran de fumée. Quand les chiffres de l'emploi de juillet 2025 sont sortis, montrant une croissance modeste, l'administration les a présentés comme un miracle économique. Quelques jours plus tard, des révisions ont révélé la vérité, la croissance était moindre. Le licenciement de l'analyste est survenu juste après qu'il a signalé cette différence. À Indiana, où l'économie dépend de la fabrication et de l'agriculture, la nouvelle a frappé fort. Ils veulent nous faire croire que tout va bien, pendant que les usines ici licencient, a dit un travailleur à Fort Wayne. La méfiance envers le système statistique grandit, alimentée par des accusations de politisation. Le commissaire aux statistiques, nommé par Trump, insiste que tout est sous contrôle, mais ses mots sonnent creux. La confiance publique, déjà ébranlée par des scandales comme les vacances de Vance, subit un nouveau coup. L'opposition en profite. Des activistes à Indianapolis distribuent des tracts intitulés Chiffres réels, pas de mensonges. Ils exigent la transparence et un système statistique modernisé. Même les républicains modérés, fatigués de défendre la Maison-Blanche, commencent à poser des questions. Si les chiffres sont bons, pourquoi les cacher? A demandé un conseiller local. La réponse de l'administration? Silence. Ou pire, un tweet de Trump qualifiant les critiques de fausses nouvelles Mizutaka. Alors que la confiance publique s'effrite, les huées à Indiana pourraient bien devenir le prélude à un changement plus vaste, et le prochain chapitre révélera si la vérité l'emportera. Les huées à Indiana, les scandales de dépenses et les chiffres manipulés maintiennent l'administration Trump dans la tourmente, mais Trump et Vance semblent toujours prêts à jeter de l'huile sur le feu. En 2025, avec les élections de mi-mandat en approche, Trump ressuscite une vieille rengaine, les élections sont truquées. La narrative, qui a dominé 2020, revient avec une touche de désespoir, alors que les huées dans des États comme Indiana montrent que même la base fidèle est agitée. Trump, dans des meetings et sur X, répète que les élections de 2020 ont été volées, malgré des enquêtes, audits et tribunaux ayant écarté toute fraude significative. C'était truqué, et ils veulent encore truquer.
a-t-il proclamé à Fort Wayne, où la foule, partagée, mêlait applaudissements et huées. La nouvelle version inclut des allégations de fraude systématique dans les urnes électroniques et les votes par courrier, mais sans preuve concrète. Trop grand pour être volé est devenu le nouveau slogan, affiché sur des casquettes et t-shirts vendus dans les meetings. J.D. Vance, tentant de suivre Trump, reprend ses accusations, mais avec moins de conviction. Dans une interview, il a dit « Les gens sentent que quelque chose ne va pas. On n'a pas besoin de preuves, mais de confiance. » Cette phrase n'a fait qu'attiser la méfiance. À Indiana, où les électeurs sont déjà irrités par le redécoupage et les dépenses de Vance, la rhétorique de la fraude ne passe pas. Sans preuve, c'est juste du bruit, a dit une électrice à Indianapolis, tenant une pancarte réclamant des votes propres, pas des mensonges. L'opposition profite de l'absence de preuves. Des groupes comme Fair Vote organisent des débats publics dans les petites villes, exigeant la transparence électorale. Ils parlent de fraude, mais qui redessine les cartes ? A questionné un organisateur à Bloomington, faisant référence au gerrymandering. La presse locale, autrefois prudente, commence à faire pression. Un éditorial du Indianapolis Star a qualifié les allégations de théâtre politique et exigé des faits. Même les républicains modérés, préoccupés par la crédibilité du parti, appellent à la retenue. On ne peut pas contester chaque élection qu'on n'aime pas, a dit un législateur sous anonymat. Mais Trump et Vance continuent, même si leur discours lasse même les soutiens les plus fidèles. À Indiana, les huées reprennent de la vigueur. Un récent meeting s'est terminé avec des manifestants criant montrer les preuves. Alors que Vance parlait d'intégrité électorale. La narrative de la fraude, autrefois cri de guerre, sonne désormais comme un disque rayé. La Maison-Blanche, cependant, ne recule pas. Trump et Vance parviendront-ils à rallumer leur base avec ces allégations ? Ou l'absence de preuves et la méfiance croissante transformeront-elles les huées en quelque chose de plus grand ? Avec les élections de mi-mandat en vue, la scène est prête pour plus de confrontations, et Indiana n'est qu'un début. Les huées à Indiana, les scandales de dépenses et les accusations de fraude électorale maintiennent l'administration Trump dans la tourmente, mais une nouvelle ombre plane sur la Maison-Blanche, la situation Epstein. En 2025, des rumeurs sur une réunion secrète impliquant J.D. Vance et la réponse du gouvernement au cas Jeffrey Epstein secouent Washington. Cette histoire, non confirmée, devient une arme pour les critiques et un test pour le journalisme politique, qui lutte pour séparer faits et spéculations. La prétendue réunion aurait porté sur la gestion des questions liées à Epstein, dont l'affaire reste controversée des années après sa mort. Trump, en conférence, a nié en savoir quoi que ce soit, disant « Demandez à J.D. » Cette réponse typique n'a fait qu'accroître les soupçons. Vance, lui, esquive le sujet, se concentrant sur des discours sur l'emploi et la sécurité, mais la presse ne lâche pas Catherine Lucie, de Bloomberg, et Nancy Cortez, journaliste indépendante, mène la charge pour la transparence, réclamant les registres de la réunion. Le journalisme de la Maison-Blanche, souvent critiqué pour sa complaisance, est à un tournant. Lucie, connue pour ses reportages incisifs, a publié un article questionnant le silence de l'administration sur Epstein. « S'il n'y a rien à cacher, pourquoi tant de silence ?» a-t-elle écrit. Cortez, sur X, dénonce les mensonges présidentiels en temps réel, gagnant le soutien de lecteurs lassés de l'opacité. Leur travail élève la barre, mais expose aussi la fragilité de la couverture politique, souvent plus axée sur les clics que sur la vérité. À Indiana, où la confiance dans le gouvernement est ébranlée, la nouvelle de la situation Epstein alimente le mécontentement. D'abord les vacances, ensuite les cartes, maintenant ça ? C'est plaint un chauffeur de camion à Evansville. Les huées, autrefois dirigées contre Vance, ciblent désormais le manque de clarté de la Maison-Blanche. De petites manifestations bruyantes émergent, avec des pancartes réclamant la vérité, pas de secret. La demande de transparence croît, et la presse locale, inspirée par Lucie et Cortez, pose des questions plus dures. La Maison-Blanche tente de détourner l'attention, avec Vance apparaissant dans des événements pour parler de valeurs familiales. Mais la stratégie échoue. La situation Epstein touche une plaie ouverte, la méfiance envers un gouvernement qui cache plus qu'il ne révèle. Même des alliés républicains, comme un sénateur d'Indiana, appellent à la prudence. S'il n'y a rien, démentez avec des faits, a-t-il dit, sans nommer personne.
La pression monte, et la qualité du journalisme politique est sous les projecteurs. La presse forcera-t-elle la vérité à émerger? Pendant ce temps, les huées à Indiana prennent un nouveau ton. Les électeurs, lassés des scandales et des demi-réponses, exigent plus. La situation Epstein peut être une rumeur, mais le mal est fait, la crédibilité de l'administration Trump, déjà fragile, subit un autre coup. Vance et Trump parviendront-ils à étouffer cette crise? Ou les questions gênantes de la presse et du public révéleront-elles quelque chose de plus grand? La scène est prête, et le prochain acte promet un affrontement encore plus intense. Les huées à Indiana, les scandales de dépenses, les accusations de fraude électorale et les rumeurs sur la situation Epstein dressent un tableau clair. L'administration Trump, avec J.D. Vance en acolyte maladroit, fait face à une tempête de méfiance. En 2025, avec les élections de mi-mandat en approche, le mécontentement dans des États comme Indiana reflète une nation divisée. Mais pour les opposants, cette crise est plus qu'une raison de huer, c'est un appel à agir. La démocratie est en péril, disent les critiques. À Indianapolis, des organisateurs locaux, inspirés par les activistes contre le redécoupage, mobilisent les électeurs. On ne peut pas juste tuer, il faut voter, a déclaré une leader communautaire lors d'un événement en centre-ville. Le message est clair, l'opposition démocratique doit s'organiser, dans les urnes et dans la rue. Des groupes distribuent des tracts, organisent des débats et vendent des t-shirts avec le slogan Truth Over Lies, une collection de produits politiques devenus virale parmi les jeunes activistes. L'administration Trump ne reste pas immobile. Face aux critiques pour manipulation de données et manque de transparence, la Maison-Blanche contre-attaque avec sa propre narrative. Trump, sur X, qualifie les opposants de radicaux voulant détruire l'Amérique. Vance, tentant de reprendre son souffle, promet de restaurer la confiance dans des meetings. Mais les huées à Indiana montrent que le discours ne prend pas. Il parle de vérité, mais où est-elle? A questionné un étudiant à Bloomington, tenant une pancarte réclamant fait, pas fac. La commercialisation de produits politiques, comme la collection Truth Over Lies, devient un symbole de résistance. T-shirts, casquettes et autocollants avec des slogans comme vote équitable et pas de mensonges sont partout, finançant des campagnes de base. Chaque t-shirt vendu est un cri pour la démocratie, a dit un vendeur dans un marché local. Mais la mobilisation va au-delà du profit, il s'agit d'engager une population fatiguée des promesses creuses et des scandales coûteux, comme les vacances de Vance sur une rivière manipulée. À Indiana, l'ambiance est à l'urgence. Les huées, d'abord protestations isolées, deviennent un mouvement pour la responsabilité. Ce n'est pas juste à propos de Trump ou Vance, a dit une femme au foyer à Fort Wayne. C'est pour garantir que notre voix soit entendue. L'opposition démocratique gagne en force, mais fait face à un adversaire qui ne joue pas franc jeu. Avec le redécoupage, les chiffres manipulés et les rumeurs sans réponse, la Maison-Blanche semble prête à tout pour garder le pouvoir. La scène est prête pour les élections de mi-mandat, et Indiana n'est qu'un début. La mobilisation populaire transformera-t-elle les huées en vote? Ou la machine de Trump et Vance, avec ses tactiques douteuses, parviendra-t-elle à étouffer la résistance? Une chose est sûre, la lutte pour la vérité et la démocratie ne fait que commencer, et chaque citoyen a un rôle à jouer. Alors que les pancartes s'élèvent et les t-shirts se vendent, le prochain chapitre dépend de qui criera le plus fort, et de qui écoutera. Les huées à Indiana, les scandales de dépenses, les accusations de fraude électorale et les rumeurs sur la situation Epstein ont secoué l'administration Trump, mais les élections de mi-mandat de novembre 2025 approchent, et Indiana est devenu un champ de bataille. La vague de mécontentement, alimentée par les frasques de J.D. Vance et les tactiques de la Maison-Blanche, menace de changer le paysage politique. Les électeurs, lassés des promesses creuses, se mobilisent, mais Trump et Vance n'ont pas dit leur dernier mot, et les résultats promettent de nouvelles secousses. À Indianapolis, les pancartes Truth Over Lies sont partout, portées par des manifestants qui exigent des comptes. Les efforts pour contrer le redécoupage électoral ont porté leurs fruits, des audiences publiques ont forcé les législateurs républicains à ralentir leur plan de gerrymandering. Mais la victoire est fragile. La Maison-Blanche, sentant la pression, intensifie sa campagne. Trump, lors d'un meeting à Fort Wayne, promet des emplois et une économie florissante, mais la foule,
moins enthousiaste qu'en 2024, répond par des murmures et quelques huées. Vance, toujours en quête d'une image populaire, tente de rallier la base avec des discours sur les valeurs familiales, mais ses gaffes passées, comme les vacances coûteuses, le hantent. Les résultats des élections de mi-mandat commencent à arriver, et Indiana surprend. Un district, traditionnellement républicain, bascule vers un démocrate indépendant, porté par une coalition d'électeurs ruraux et urbains. Ce n'est pas une vague bleue, mais un signal clair, les habitants en ont assez. Les chiffres de l'emploi manipulés et les rumeurs sur Epstein ont laissé des traces. Une électrice à Bloomington résume l'ambiance, on veut des leaders qui travaillent pour nous, pas pour leur ego. Les réseaux sociaux s'enflamment, avec des mèmes moquant Vance comme le vice-président qui a noyé sa crédibilité dans une rivière artificielle. La Maison-Blanche, cependant, ne concède rien. Trump, fidèle à son style, déclare que toute perte est due à des irrégularités électorales. Nous allons enquêter, promet-il sur X, relançant la rhétorique de la fraude sans preuve. Vance, dans une interview maladroite, tente de calmer le jeu, mais finit par s'enfoncer. Les gens savent que nous sommes du bon côté. Cette phrase, vague et creuse, devient un mème instantané. À Indiana, les organisateurs locaux, galvanisés par leur succès partiel, préparent déjà la prochaine bataille, protéger le vote pour 2026. La presse, menée par des journalistes comme Catherine Lucie, continue de creuser. Un article récent révèle des pressions de la Maison-Blanche sur les responsables électoraux d'Indiana pour accélérer le redécoupage avant les résultats. Ces révélations alimentent la méfiance, même parmi les républicains modérés. Un sénateur local, sous anonymat, admet « Si on continue comme ça, on perdra plus que des sièges ». La tension monte, et les huées, autrefois limitées aux meetings, deviennent un symbole de résistance à travers l'État. Alors que les résultats des mi-mandats redessinent la carte politique, Indiana reste au cœur du débat. Les électeurs, enhardis par leur impact, s'organisent pour demander plus de transparence et moins de jeux politiques. La collection Truth Over Lies vend toujours, finançant des campagnes locales. Mais la question demeure, l'administration Trump peut-elle se réinventer face à cette révolte naissante? Ou les huées d'Indiana, désormais un cri national, marqueront-elles le début de la fin pour Vance et son patron? Le prochain acte s'annonce explosif. Les huées d'Indiana, les scandales de dépenses, les accusations de fraude et les rumeurs sur Epstein ont ébranlé l'administration Trump, et les élections de mi-mandat de 2025 ont montré que la grogne s'étend. Mais la Maison-Blanche, avec J.D. Vance en porte-étendard maladroit, ne s'avoue pas vaincue. En décembre 2025, alors que les flocons tombent sur Indianapolis, une nouvelle controverse éclate. Vance est accusé d'avoir organisé un gala de collecte de fonds fastueux sous couvert d'une œuvre caritative. Les habitants d'Indiana, déjà à cran, reprennent leurs pancartes, et les huées promettent de résonner encore plus fort. Le gala, tenu dans un hôtel de luxe à Cincinnati, juste de l'autre côté de la frontière de l'Ohio, était censé financer des écoles rurales. Et voilà les amis. Vous avez vu comment la situation du gouvernement Trump dans l'Indiana provoque ces huées constantes. C'est un sujet qui montre bien le climat politique actuel. Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez vos avis dans les commentaires en bas, je lis tout et je réponds toujours. C'est très important pour moi de savoir ce que vous pensez. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, ça aide beaucoup la chaîne à grandir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la petite cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut tout le monde.